Buonasera, benvenuti. Bonsoir, bienvenue à l'édition spéciale du meeting de Rimini 2020. Bienvenue à cette rencontre sur une nouvelle vision pour l'Europe. Le 21 juillet 2020 sera rappelé comme une date qui marque un tournant dans l'histoire de l'Europe. Après une longue négociation, les 27 chefs d'État membres ont décidé à l'unanimité de mettre en place un plan de relance pour l'Europe avec une enveloppe de 750 milliards d'euros. C'est un montant d'argent qui est inédit dans l'histoire de l'Europe. On peut parler d'un changement radical. Dans la rencontre précédente, Gentiloni a parlé d'une revanche de l'Europe. La relance demande aux États une grande responsabilité commune et solidaire. Et elle demande aussi aux États qui seront les bénéficiaires de cet argent de les gérer de manière efficace et de manière clairvoyante. Très souvent, ce fonds est appelé Recovery Fund, le plan de relance, mais son nom est Next Generation EU, c'est-à-dire regarder à l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants. Ce soir, nous allons en discuter avec M. Sassoli, le président du Parlement européen, qui voulait être ici à Rimini. Il ne pouvait pas, donc il nous a laissé une interview que nous allons transmettre pendant cette rencontre. On va aussi avoir avec nous Luciano Fontana, directeur du Corriere della Sera, et Maurizio Molinari, directeur de Repubblica, qui vont être avec nous en connexion vidéo. Je veux tout d'abord inviter le secrétaire d'État pour les Affaires étrangères, la coopération économique internationale et les télécommunications de la République de Saint-Marin, Luca Beccari. Bienvenue. Je remercie l'organisation du meeting pour cette formidable opportunité d'intervenir dans un plateau de discussion sur un thème très cher pour la République de Saint-Marin. Ce soir, je vais vous parler en offrant quelques très brèves réflexions du point de vue d'un représentant d'un État qui n'est pas membre de l'Union européenne. En effet, Saint-Marin, pour des raisons politiques, historiques, culturelles, sociales, économiques, pourrait être pleinement membre de l'Union européenne, mais il est encore un pays tiers. Avec d'autres petits États comme Andorre et Monaco, il négocie actuellement un accord d'association avec l'Union européenne qui est né dans une réflexion en 2013-2014 avec la décision de suivre un parcours d'association pour favoriser une meilleure intégration dans le marché unique, une association plus étroite avec l'Union européenne sur les points les plus délicats, les plus difficiles, pour aller vers une adhésion complète qui, pour des pays de petite dimension, en particulier avec un nombre limité d'habitants, peut être complexe. Cette négociation, que nous espérons conclure rapidement, de pair avec les autres négociations que mène l'Union européenne sur les plans de l'association, constitue une donnée importante, c'est-à-dire que le processus, le parcours vers une union des pays du continent européen ne s'est pas enrayé. Il est vivant. Il ne se limite pas aux pays qui composent actuellement l'Union européenne. Voilà un point de départ très important. Surtout si le titre de notre rencontre est « Une nouvelle vision pour l'Europe ». De même, sont vivants et pleins d'énergie les principes qui ont guidé les fondateurs de l'Union européenne après la guerre. Dans le siècle dernier, après 50 ans de conflits terribles,
il s'agissait d'établir une paix sur le continent européen et de créer des conditions pour un plus grand développement économique des États européens, y compris en créant des facteurs d'opportunité et de compétitivité par rapport aux superpuissances de l'époque et celles actuelles. Ces principes sont encore valables. Ils sont tout à fait pertinents encore aujourd'hui. Alors, quand nous nous interrogeons sur l'avenir de l'Europe, on ne peut pas ne pas tenir compte de ces aspects. Et l'expérience du Covid elle-même en a témoigné. Je représente un État qui a dû affronter l'urgence Covid avec ses propres ressources, puisqu'il nous ne sommes pas un pays membre, et à l'intérieur du continent européen, aucun État ne peut projeter son avenir et ne peut penser dépasser des crises telles que celle-ci en comptant uniquement sur ses propres ressources. Donc l'Union européenne et le processus de renforcement de l'Union européenne dans l'ère européenne est certainement un parcours qu'aucun État ne peut ignorer de nos jours. Pour l'avenir et la nouvelle vision de l'avenir, l'Europe a certainement, dans les dernières 20 années, a été perçue par les citoyens davantage comme une union économique que politique. Mais c'est évident parce que l'introduction de l'Europe et des fonctionnements du marché unique, de l'euro, ainsi que les interventions pour garantir la stabilité des marchés ont prévalu sur ce qui aurait pu être le développement de politiques transversales beaucoup plus importantes que la simple sphère économique. Actuellement, l'urgence du Covid nous fait revenir à ce qui était l'un des principes inspirateurs de l'Union européenne, à savoir la solidarité, l'exigence de mettre ensemble les ressources communes, pas seulement pour affronter des exigences économiques, mais aussi pour regarder l'avenir et pour mettre en place un parcours de croissance qui ait des retombées positives sur tout le monde. Le véritable défi pour l'Union européenne est donc de voir dans quelle mesure les États seront capables de donner une force, une impulsion à l'Union européenne. Peut-être en cédant une partie de leur souveraineté politique pour donner davantage de force aux organismes européens et donc au pouvoir législatif et décisionnel de l'Union européenne. Et peut-être pourront-ils former ainsi un projet et surtout une entente qui dépassera le simple facteur économique. Je crois que j'ai épuisé le temps qui m'était consacré et donc avant de conclure, je voudrais vous laisser en citant quelques paroles du Saint-Père sur l'avenir de l'Europe, parce que je crois qu'elles sont pertinentes. Il disait « En ce temps où une unité importante est nécessaire entre nous, prions pour l'Europe, pour que l'Europe parvienne à avoir cette unité fraternelle qu'ont rêvé les pères fondateurs de l'Union européenne. La République de Saint-Marin s'unit à ce souhait afin de pouvoir renforcer les fondements d'une véritable civilisation européenne. » Merci et bon travail et bonne soirée à tous. Merci et merci beaucoup pour avoir mentionné ces paroles. On commence donc en écoutant l'allocution du président du Parlement européen. Je vous lis la première question qu'on lui a envoyée. Avec le plan de relance, l'Union européenne a démontré une nouvelle capacité de coopération. Selon les parlements européens, quels sont les points décisifs pour poursuivre dans cet élan d'unité qui n'est pas évidente? Écoutons donc la réponse du président du Parlement européen. Oui, l'Europe se trouve à un tournant. Nous avons compris qu'une Europe plus forte peut permettre à nos citoyens, à nos pays, à nos entreprises d'avoir une plus grande force et capacité pour élever les défis mondiaux. Et le Covid en est un exemple. Aucun pays ne peut se sauver tout seul, il faut le faire tous ensemble. L'Europe peut le faire.
aussi à travers un modèle de démocratie qui n'est pas commun de par le monde. Nous avons pris des mesures pour faire face à l'urgence et ensuite on a fixé des objectifs sur le moyen et sur le long terme. Le Conseil, le Parlement et la Commission européenne ont donc pris les suivantes mesures. Tout d'abord, le plan de relance, c'est-à-dire une dotation de 750 milliards pour des projets qui puissent aider la relance de l'économie à travers des objectifs communs comme le pacte vert, la digitalisation et la résilience. Il faut faire en sorte que beaucoup de productions qui ont été externalisées puissent rentrer en Europe pour nous donner plus d'autonomie. Dans cette démarche, le Parlement veut être un acteur à côté des autres institutions. Donc il faut définir la gouvernance du Parlement, c'est-à-dire quel est le rôle du Parlement dans ce mécanisme. Une autre priorité importante sera celle de ressources propres, c'est-à-dire le fait de ne pas peser sur les citoyens et à travers les impôts et sur les transferts effectués par les États membres, mais pour donner à l'Union européenne une capacité d'autofinancement. C'est possible grâce à des contributions sur le plastique, sur les activités financières et sur le numérique. Nous avons vu que dans cette période, beaucoup de sociétés ont vu leur chiffre d'affaires augmenter et bon, il faut payer les impôts où les bénéfices sont réalisés. C'est un principe qui est toujours valable. Il faut donc donner à l'Union européenne des ressources propres et donc une indépendance financière. Ensuite, il faut aussi un budget pour les 7 prochaines années qui puisse être à la hauteur du défi. Le plan de relance va durer 3 ans et ensuite, c'est pourquoi certaines réductions budgétaires ne sont pas convaincantes. Par exemple, des réductions budgétaires sur la recherche. Nous disons que la recherche est essentielle pour protéger la vie, pour aider les sociétés dans leur transition écologique. Donc, les ressources sont nécessaires aussi sur le plan social. Le Fonds social européen s'est révélé essentiel pendant cette crise. Par exemple, la santé publique est aussi essentielle pour protéger la vie de nos citoyens. Et tout cela doit être protégé. Il faut aussi s'orienter et regarder à l'avenir et aux nouvelles générations. Si nous voulons donner à nos jeunes quelque chose au-delà des dettes, alors nous ne pouvons pas faire des réductions budgétaires sur le projet Erasmus, sur la culture ou la recherche. Je pense que cet équilibre dans le budget devra faire l'objet d'une négociation qui a déjà commencé au sein des institutions pour garder la promesse qui a été faite en mars. C'est-à-dire, nous ne voulions pas parier sur la désintégration de l'Europe, donc on a voulu parier sur sa force, sur sa capacité d'être plus utile à tous. Je salue le directeur du Corriere della Sera, Luciano Fontana. Bienvenue. Merci pour votre disponibilité à participer à cette rencontre. Monsieur le directeur, nous avons entendu le président Sassoli qui parle d'un programme extrêmement ambitieux, à la fois pour l'autofinancement, ce qui ne s'est jamais produit dans toute l'histoire de l'Europe. C'est une grande expérience tout à fait nouvelle et encore entièrement réalisée, mais également dans le but, le pacte vert. À votre avis, l'Europe est-elle prête à affronter ensemble ce défi et l'Italie a-t-elle la capacité de réaliser et d'investir dans ces buts-là? Oui, je pense que l'Europe vit un défi essentiel dans son existence, si bien que tout le monde a invoqué un changement de rythme. Et c'était nécessaire parce que nous venions d'une longue période où s'étaient développés à la fois les phénomènes de désaffection des citoyens européens. Il suffisait de voir les sondages sur l'appartenance à l'Europe, en particulier en Italie. Et puis avait grandi aussi un sentiment vis-à-vis des forces politiques nationales
dans les forces politiques nationales extrêmement hostiles à l'Europe. Et cela avait des facteurs bien précis. La manière dont l'Europe avait affronté les graves récessions économiques des dernières décennies et la manière dont l'Europe avait affronté sans solidarité le thème de l'immigration. De plus, il y avait un risque de désagrégation avec la sortie de la Grande-Bretagne dans le Brexit. Donc ce qui était en jeu, c'était l'existence même de l'Europe, dans son identité, dans son projet d'unité solidaire entre États membres qui mettaient en commun des éléments de politique nationale, mais qui devaient rendre en tant qu'institution une capacité d'intervention et de solidarité, en particulier pour défendre et soutenir les États les plus faibles de l'Union européenne. Ça a été une période où chaque État, chaque membre a défendu ses propres intérêts. Mais je pense que le signal peut être déterminé par la peur. Francesco Gervazzo, dans un éditorial sur le Corriere della Sera, l'a dit très explicitement. On n'a peut-être pas réussi à réaliser les idéaux et les projets, mais peut-être que la peur va permettre de réaliser ce que l'on voulait. Cette crise concernait les conditions de santé et elle concerne maintenant de manière très lourde les conditions économiques de chaque citoyen et chaque membre de l'Union européenne. Donc pour la première fois, la réponse a été une réponse en dehors de l'ordinaire et en dehors des liens, des contraintes habituelles. Angela Merkel a su mettre ensemble les différents points de vue et les différents projets. Bien entendu, tout ce changement de rythme est encore entièrement à mettre en œuvre. Il faut spécifier les modalités, mettre à disposition rapidement les fonds et en tant qu'Italie, il faudra ensuite montrer que l'Europe pour nous n'est pas seulement l'ennemi à abattre, comme le disent beaucoup nos partis nationaux. Ce n'est pas seulement un monstre bureaucratique, mais ce n'est pas non plus une vache à traire. C'est-à-dire que les projets, et ce sera peut-être quelque chose de positif, les projets devront être à la hauteur du défi qui a été lancé. Ce sera des projets pour le développement, la recherche, comme le disait le président Sassoli. Ils devront mettre en œuvre des bons, comme l'a dit le président Draghi, pour surtout permettre aux jeunes d'évoluer. Il y a encore beaucoup d'inconnus dans la nation européenne et beaucoup d'inconnus dans les comportements nationaux, en particulier pour ce qui concerne notre pays. Certainement, nous ne sommes pas dans la situation dans laquelle l'Europe a affronté la crise de l'immigration, qui a été l'une des épreuves les plus néfastes de l'Union européenne au cours des dernières années. Nous attendons encore que se connecte M. Molinari et en attendant, je vous propose une deuxième question. Est-ce que l'Italie est prête à programmer, à planifier des projets qui rendent efficace ce très grand investissement ? Malheureusement, je dois être sincère, actuellement j'ai beaucoup de doutes à propos de cela. Tout d'abord, en raison de la manière dont on est en train de poursuivre. La politique italienne ne connaît pas les racines de nos problèmes et des inefficacités, surtout de notre pays. Et surtout des secteurs qui auraient besoin d'une aide. Nous avons créé une commission qui a créé différents projets, même trop. Ensuite, il y a eu les états généraux avec 10 jours de discussion sur les idées, mais nous ne sommes pas
arriver à trouver 5 ou 6 stratégies pour notre pays, qui sont les investissements dans la santé publique pour faire face à une éventuelle deuxième vague du Covid. Ensuite, dans la recherche, dans les infrastructures matérielles et technologiques, donc la transition écologique de notre économie, et surtout, éducation, éducation, éducation. Notre pays a un bas niveau de scolarisation qui ne nous rend pas compétitifs sur le marché global. Donc ces 4 ou 5 volets devraient être nos priorités rapidement. Il faut abandonner la logique des subventions qui était utile au moment de l'urgence, mais qui n'est pas clairvoyante. Est-ce qu'il y a une classe politique qui est à la hauteur de ce défi ? Je ne la vois pas encore. Cela ne veut pas dire que je n'ai pas confiance dans le fait qu'à un moment donné, elle pourra exister et que l'Europe pourra effectivement changer le rythme. Mais il faut vraiment une expression gouvernementale unie qui s'intéresse vraiment aux intérêts réels du pays. Ce sont des signes qui ne sont pas encore concrets. Je ne les vois pas encore, mais je pense que la mission des journalistes, de la presse et aussi des rendez-vous comme celui du meeting, notre mission est vraiment encourager ce type d'initiative parce que sans tout cela, il n'y aura pas d'avenir pour l'Italie et pour l'Europe. Merci, monsieur le directeur. Demain, nous aurons une rencontre avec les responsables des différents partis italiens où nous parlerons certainement des défis que vous avez évoqués. Pendant ce temps, le directeur de la Repubblica, monsieur Molinari, se connecte et nous commençons par entendre la deuxième réponse du président du Parlement européen, Sassoli. La question est la suivante. Au cours des dernières années, est apparue de façon de plus en plus évidente une diversification entre les États du Nord, du Sud et de l'Est. Le Parlement européen peut-il devenir un lieu de plus grande intégration et de compréhension réciproque? Donc, est-ce que le Parlement peut être un facteur d'intégration, même dans la perspective d'un investissement efficace des fonds? Écoutons la réponse du président Sassoli. Jean Monnet disait que l'Europe se fera dans les crises, que l'unité européenne sera possible si on fait face ensemble aux crises que l'actualité va nous présenter. Et la pandémie nous a obligés à une réponse commune. Une réponse commune signifie que personne n'est mécontent, qu'il n'y a pas de distance entre nord, sud, ouest ou ouest. Les institutions européennes et le Conseil en particulier, en cette période, ont dit très clairement qu'il n'y a pas de perdant. La démocratie est un compromis. La démocratie est un intérêt commun. Je crois que le plan de relance et les autres mesures qui ont été prises sont donc dans la bonne direction. Nous pouvons être satisfaits. Cela va aider aussi dans la compréhension de différentes opinions publiques du Nord et du Sud qui très souvent sont trop éloignées. L'Europe se fera quand les intérêts des citoyens du Sud seront les intérêts des citoyens du Nord aussi, et vice-versa. Je crois que nous sommes en train de faire un chemin et on doit le rendre plus solide à travers un processus plus conscient de démocratie, parce qu'une Europe qui utilise les vétos n'exalte pas la fonction démocratique. Je crois que les vétos, le vote par consensus, sont clairement des entraves et tous les citoyens peuvent le comprendre. Il faut faire en sorte que la démocratie soit perçue comme utile dans la vie quotidienne des citoyens. Cela est possible seulement grâce à notre travail, à nous.
il n'y a personne qui peut le faire à notre place. La réponse à un défi tellement important comme celui du Covid qui a arrêté le monde doit être fournie à travers la démocratie et non pas avec d'autres manières qui ont été utilisées par d'autres. Je salue le directeur Maurizio Molinari qui, malgré un contretemps, a réussi à se connecter. Merci beaucoup pour l'effort pour vous connecter en plein voyage. Bonsoir. J'espère que vous avez entendu ce qu'a dit le président Sassoli. Il a parlé de l'intérêt des citoyens du Nord qui deviendront l'intérêt des citoyens du Sud et vice-versa. À votre avis, dans quelle mesure est-il probable qu'il y ait une convergence d'intérêts et dans quelle mesure est-il plus ou moins probable que l'Europe continue dans les prochaines années à négocier constamment? Y aura-t-il une convergence ou faudra-t-il constamment tout traiter, négocier, renégocier avec les difficultés que nous avons vues le mois dernier? Merci avant tout pour l'invitation. C'est une occasion importante. Le meeting de Rimini est un moment essentiel pour notre pays où se retrouvent certaines des consciences les plus brillantes, les plus illuminées, qui aiment le bien commun. Donc c'est un honneur d'être parmi vous. Je crois beaucoup en l'interaction entre ceux qui produisent et ceux qui consomment les contenus intellectuels. Donc être là aussi avec le président du Parlement européen me paraît être un grand privilège. Pour répondre à votre question, je crois que nous sommes en présence d'une grande nouveauté. La grande nouveauté, c'est que la réaction au Covid amène un grand nombre d'individus européens sur un chemin commun qui n'était pas pensable avant. Il n'y a fait pas de doute que lorsque l'Italie et l'Espagne ont été touchées par le Covid, l'Europe a mal réagi. Mais il n'y a pas de doute aussi sur le fait que par rapport au plan de relance, la France et l'Allemagne ont répondu avec un langage commun et ont fait passer un projet d'intégration financier révolutionnaire qui part de la nécessité de relever les économies les plus touchées. Et donc, il y a un grand élan communautaire. Si nous allons voir les textes que la France et l'Allemagne ont présentés et approuvés à l'unisson, ils marquent, je pense, un moment nouveau de redépart qui amène tous les pays européens à jouer leur rôle. Ça ne fait pas de doute, il continuera à y avoir des égoïsmes nationaux, comme en témoignent les pays frugaux. Mais la grande opportunité que nous avons, je crois que c'est une grande possibilité de leadership pour nos gouvernants. J'ajoute une deuxième question, monsieur le directeur. Le président Sassoli a dit à plusieurs reprises et il a souligné aussi, et cela a été souligné aussi par le commissaire Gentiloni, un changement de rythme, comme le disait aussi Fontana, est important parce que les anciens schémas ne sont plus existants. Donc tout cela sera transitoire ou non? L'Europe peut le faire et je crois que le terrain a été bien délimité par Angela Merkel quand elle a parlé de droits numériques. Il ne fait pas de doute que l'une des frontières les plus difficiles et ambitieuses que nous avons face à nous est celle de transmettre, superposer la réalité physique et la réalité numérique. Donc, transférer l'état de droit qui nous garantit. La personne qui l'a dit en premier, avec beaucoup de courage, c'est Angela Merkel, lorsqu'elle a intervenu à Davos il y a 2 ans. Et elle a fait de ceci une bataille. Que dit-elle? Elle dit que dans le monde numérique, il y a 2 géants. Un, la Chine, qui est gouvernée par un parti unique, et l'autre, les États-Unis,
où le marché est entre les mains d'une poignée de compagnies, de sociétés. L'Europe a l'opportunité de prendre sa place en déclinant les droits des citoyens à l'intérieur de ce grand défi global sur le plan numérique. Ou bien, comment reproposer dans la réalité en ligne numérique la défense des droits individuels. Je crois que c'est un grand défi et le Parlement européen a fait un pas très important dans le copyright. Ce n'est qu'un début, mais c'est un horizon que l'Italie pose à l'Europe. C'est un problème de premier plan. Merci. Passons maintenant à la troisième question qu'on a posée au président Sassoli, qui est la suivante. L'Union européenne est très souvent perçue comme une institution bureaucratique très éloignée des citoyens. Est-il possible de faire surgir un sens de citoyenneté européenne? Écoutons donc la réponse. Cela ne fait aucun doute. Très souvent, on a des clichés. On pense que l'Europe est limitée aux activités de Bruxelles. Mais l'Europe, oui, c'est vrai, il y a les institutions européennes à Bruxelles, mais les institutions nationales font partie intégrante du projet européen, tout comme les parlements européens, les gouvernements nationaux, les régions. Si nous limitons l'Europe à Bruxelles, signifie ne pas avoir compris l'esprit du projet européen. Mais nous ne pouvons pas tout confier à la politique. La politique peut faire beaucoup, mais il faut aussi une participation de la part des opinions publiques. Comment peut-on avoir une Europe plus forte? Comment peut-on revoir les traités européens et faire face aux défis de l'avenir si nous nous limitons à faire gérer tout cela par la politique? La politique l'Europe doit être l'Europe des citoyens, de la participation. Nous avons besoin des citoyens pour faire Europe, parce que ce sont les premiers qui comprennent que certaines rivalités nationalistes sont anachroniques, que c'est inutile d'ériger des murs, qu'il est possible de protéger les personnes à travers un fort investissement sur la solidarité. Donc je crois que s'il y a un appel que le meeting peut lancer, est celui d'encourager la participation des citoyens à travers les opinions publiques et l'intérêt envers la politique. Il faut lancer et transmettre un message très fort de responsabilité parce que nous vivons une époque historique déterminante pour l'avenir. Il y aura tellement de défis dans l'avenir. Le Covid-19 n'était ni la première ni la dernière. Il faut donc être plus solide, plus responsable et conscient. Et tout cela, la politique ne peut pas le faire toute seule. Nous avons besoin des citoyens, des hommes, des femmes, que le meeting au fil des années a su réunir en transmettant des messages très positifs d'unité. Nous ne voulons pas une Europe des nations, mais une Europe des peuples. On disait cela déjà à l'époque de la fondation de l'Europe. Et pour tous les défis qui vont venir, les rendez-vous comme celui du meeting seront essentiels parce que l'Europe des citoyens sera capable de donner citoyenneté et donc conscience. Je pense donc que le message du meeting à cette époque est fondamental. Bien. Monsieur le directeur Fontana, les problèmes que l'Europe doit affronter sont objectivement très complexes. Ils sont difficiles à comprendre et à expliquer. Prenons la discussion sur le MES. Quand on a essayé de comprendre de quoi on parlait, le résultat a été décevant. Comment peut-on faire participer, comme le souhaite à juste titre le président Sassoli, comment peut-on faire participer les citoyens à une Europe
qui est un ensemble d'un grand nombre d'États différents qui doivent affronter des problèmes difficiles à comprendre. Il faut dire avant tout que l'Europe a vécu au fil de ces années une double crise de confiance très lourde que nous sommes en train de récupérer progressivement, mais ce n'est que le début. La première raison de cette défiance résidait dans le comportement et la manière dont l'Europe a agi, en particulier lors de la crise économique et de la crise de l'immigration, avec une force exorbitante au niveau des égoïsmes nationaux. L'autre a été une crise voulue parce que les partis populistes ont fait de la bataille européenne leur cheval de bataille en créant une histoire et une propagande qui conduisait souvent à identifier tout ce qui n'allait pas dans le propre pays, dans la vie des citoyens, de l'associer à la responsabilité de l'Europe, en donnant l'illusion qu'une fois que l'Europe, le géant bureaucratique européen aurait disparu, avec ses réglementations, on aurait retrouvé l'Eldorado d'une vie nationale heureuse. Nous savons que cela n'est pas vrai. Nous savons bien que dans la compétition internationale, avoir un espace économique commun comme l'espace européen donne la possibilité d'être compétitif et de survivre. Et nous savons aussi que nous avons reçu aussi de l'Europe bien des choses importantes. Au-delà de l'assurance d'une paix durable, depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est quelque chose que l'on dit beaucoup, bien entendu, mais nous avons aussi des libertés fondamentales de circulation, de services, de personnes. Nous avons eu le marché européen unique. Nous avons eu la défense de très nombreux droits, comme ceux des consommateurs, et surtout la possibilité que chaque citoyen de chaque pays européen puisse être un citoyen au même niveau que les citoyens d'un autre pays européen. Et cela est un grand exemple de liberté que l'Europe nous a apporté. Il y a eu aussi des réponses erronées, un développement bureaucratique excessif, et cela, il faut le supprimer. Comment reconstruire? Comment reconstruire la confiance, relancer une citoyenneté européenne participative et consciente, et même fière, je dirais. Il faut faire de l'Europe quelque chose qui va au-delà de l'Union européenne. Il faut mettre ensemble des morceaux de politique, la politique de la défense, de la recherche, qui sont indispensables dans la compétition globale. On ne le fera pas en renforçant les mécanismes de défense. Le Parlement européen doit répondre davantage aux besoins des citoyens et il faut, comme le disait le président Sassoli, il faut créer des mécanismes de gouvernement qui n'exaltent plus les égoïsmes nationaux. On ne peut pas avoir de gouvernement à l'unanimité sur chaque point et il faut faire des pas en avant qui ne peuvent pas être faits par un groupe d'États qui décident d'aller plus vite que l'Europe elle-même, en laissant en quelque sorte derrière eux ceux qui ont de forts doutes, de grandes craintes, comme nous l'avons vu avec certains pays de l'Est ou certains pays du nord de l'Europe. Il y a beaucoup à revoir et il y a beaucoup à revoir pour construire un esprit européen. Si on ne crée pas les États unis d'Europe que les pères fondateurs avaient à l'esprit,
ce sera quelque chose qui devra être très proche de cet idéal, de cette expérience. Est-ce possible? C'est possible s'il y a la volonté, si chacun joue son rôle, si des pays comme le nôtre n'interprètent pas la relation avec l'Europe parfois de façon un peu trop maligne, et si l'Europe à partir de ces conditions, peut-être qu'on peut voir une perspective. Il y a un processus à reconduire, à construire comme une montagne à escalader. Directeur Molinari, comme vient de le mentionner aussi le directeur Fontana, les changements au niveau des institutions européennes et le système de gouvernance nous ont fait comprendre que le plan de relance est né surtout grâce à une collaboration étroite entre la France et l'Allemagne. Qu'est-ce que doit changer au niveau européen pour que la gouvernance soit partagée et acceptée par les citoyens? Je crois que la réponse passe à travers la notion qui a été déjà illustrée par le président Sassoli, c'est-à-dire la solidarité. Il faut se demander qu'est-ce que cela veut dire de parler de solidarité en 2020, parce que c'est clair que la question à se poser est comment on peut vivre ensemble en Europe et dans les États membres. Je pense que l'agenda de Ursula von der Leyen donne une partie des réponses, mais on peut compléter. Il y a 3 manières dont la solidarité peut être réelle pour donner des résultats qui sont à l'avantage, au bénéfice des individus et des familles. Tout d'abord, la lutte contre les inégalités, la protection des changements climatiques et ensuite le droit numérique. La lutte contre les inégalités est la nouvelle frontière parce qu'il s'agit de faire face à un type de difficulté qui n'existait pas dans le siècle dernier. Il ne s'agit pas juste de pauvreté. Les inégalités représentent un état d'âme, c'est-à-dire que ce sont des familles ou des couches de la société qui pensent ne pas pouvoir réaliser leurs rêves. Et au cœur de tout cela, il y a le travail, l'emploi. Cela nous oblige à requalifier le travail. Ceux qui n'arrivent pas à faire cette transition vont perdre leur emploi dans un moment critique de leur vie. Donc il faut miser beaucoup sur la requalification du travail, mais aussi de travailler sur ce sens de difficulté pour donner des réponses claires aux difficultés des personnes. Cette commission, par rapport à la précédente, a parlé de inégalité, inequalities. C'est un mot qui a été mentionné en premier par Barack Obama en 2012. Et maintenant, ce terme a été prononcé aussi par la commission dirigée par Ursula von der Leyen. Ensuite, il y a le climat. Donc, le climat, mais sous le volet de la solidarité, c'est-à-dire l'aide aux familles qui sont attaquées par les climats climatiques. En 1900, on parlait de l'existence ou de l'inexistence du changement climatique. Maintenant, c'est un fait. Ils existent et ils menacent notre sécurité. Les personnes qui habitent à côté de rivières, de la mer, vivent un risque réel d'un point de vue climatique. Dans la mer Méditerranéenne, on a des événements climatiques inédits. Il y a des millions de personnes dans les pays européens qui sont à risque à cause de tout cela. La Commission européenne, du point de vue écologique, s'est fixé ses objectifs. Pensons par exemple à l'Italie.
Qu'est-ce que ça signifie en Italie de répondre et de faire face aux défis écologiques? Cela signifie de refaire certaines infrastructures parce qu'il y a des ponts, des routes qui ne résistent pas au climat, au changement du climat. En Europe, il faut reconstruire, surtout en Italie, des infrastructures. Et cela implique la solidarité parce que avant de l'allocation de fonds, il faut une idée. Et pour trouver une idée commune au changement climatique, signifie d'être solidaire mutuellement. Pour répondre aux inégalités, aux défis posés par les inégalités, signifie créer un état social où on peut garantir les rêves des jeunes et des familles. Donc voilà un grand défi de notre génération parce que nous vivons une époque de révolution économique, numérique et des habitudes, mais qui représente une grande opportunité. Donc pour répondre à ta question, je voudrais répondre vraiment avec le mot utilisé par Sassoli, c'est-à-dire la solidarité déclinée dans les défis de notre époque. Merci, monsieur le directeur. Je voudrais conclure avec la même question posée à vous deux, qui part d'un livre du chercheur américain Joseph Mill, Le pouvoir du XXe siècle. Il distingue dans ce livre deux types de pouvoir, le hard power, la force militaire canonique, et le soft power, qui serait une influence forte à travers un ordre politique, culturel efficace. Et récemment, il a ajouté également le smart power, c'est-à-dire la capacité d'expliquer la réalité en dépassant la dichotomie entre complexité et confusion. Au-delà de la terminologie, la question que je vous pose est-il imaginable que l'Europe puisse avoir un smart power, être une smart puissance? Quelle sera la contribution des médias et de la communication pour que cela se produise? Dépasser cette dichotomie entre complexité et confusion. Monsieur le directeur Fontana. Naturellement, je pense que l'Europe a la possibilité de devenir une puissance intelligente. Ça fait partie de l'ADN de l'Europe, de son histoire, de ses traditions. Et ça fait partie intégrante aussi des innovations à mettre en place. Je ne vois pas l'Europe comme une puissance qui va jouer sur la compétitivité militaire. Notre force réside dans l'innovation digitale et dans la capacité de mettre en place la culture, la recherche et l'innovation. Tout cela déclenche aussi un certain pouvoir parce que les révolutions numériques ont ce tellement comme fondement. Les médias sont un facteur du smart power, de la puissance intelligente. C'est un instrument qui nous fera abandonner certaines certitudes par rapport à la manière traditionnelle de communiquer. Les médias sont en train de se mesurer avec une transformation digitale qui met en cause leur même existence. Pensez par exemple à la complexité de la rapidité, de l'instantanéité dans le monde digital par rapport à la précision et à l'objectivité de la communication. De ce point de vue, je pense que le rôle des médias est celui de revendiquer ce qu'il y a de vrai dans notre histoire et le savoir transmettre, et surtout de devenir un endroit de discussion, de dialogue. Si on pourra le faire sans prendre parti et en restant toujours ouvert à la nouveauté,
surtout sur les sujets qui ont été mentionnés comme les inégalités, les changements climatiques, la transition écologique et la nécessité de donner les mêmes opportunités en termes d'éducation aux citoyens. Bon, si tout cela sera fait, on aura bien fait notre travail. Je pense que nous sommes un élément essentiel de ce phénomène et on pourra aider à comprendre la complexité. Merci. Je crois que le terrain de défi pour l'Europe actuellement est le Smart Power. Je crois que nous avons en Europe de grands centres d'excellence, pas seulement à Munich, pas seulement en Grande-Bretagne, pas seulement à Barcelone. Il y a aussi aux Pays-Bas, au Danemark, et l'Italie doit avoir l'ambition d'héberger certains de ces centres. L'Europe peut faire la différence dans le défi sur le terrain du numérique en superposant, comme on le disait tout à l'heure, je crois que c'est ce qui définit notre capacité comme citoyens européens, c'est-à-dire notre capacité à décliner nos droits dans le monde numérique. Le fait que les droits numériques n'existent dans aucun organisme juridique ne veut pas dire qu'ils ne doivent pas être créés. Je crois que c'est le défi le plus important qui doit constituer une clé du smart power du siècle actuel. Bien entendu, il reste la nécessité d'investir dans les nouvelles technologies pour pouvoir entrer en compétition avec les deux grands géants que nous avons face à nous, la Chine et les États-Unis. Cela dit, je suis tout à fait d'accord qu'il y a un rôle spécifique pour nous en tant que système de presse et d'information. Et je crois que ce rôle se résume en deux termes, interaction et transparence. Les journaux, qui sont maintenant des organisations, des journalistes qui produisent des contenus qui sont ensuite placés sur différentes plateformes, vidéo, audio, l'intelligence artificielle, nous plaçons nos contenus non seulement sur le papier maintenant, mais sur différentes plateformes. Mais la clé de cela, c'est qu'une fois qu'on se positionne sur ces plateformes, il doit y avoir une interaction entre nous et les lecteurs. Les lecteurs doivent pouvoir interagir avec nous. Les nouvelles technologies et l'intelligence artificielle le rendent de plus en plus possible. Et donc les journalistes, d'un côté, doivent continuer à faire leur ancien métier, c'est-à-dire chercher les informations, vérifier les sources, être sérieux, en reportant les citations entre guillemets. Mais en même temps, ils devront toujours être humbles pour interagir de plus en plus avec le public, écouter les lecteurs, imaginer, éviter de penser que les lecteurs sont moins intelligents que nous. Et le dialogue entre les journaux et les lecteurs pourra porter à une connaissance collective meilleure. Nous devons donc transformer nos journaux en lieux transparents où les gens comprennent comment nous travaillons, ce que nous faisons et où nous tentons d'impliquer les utilisateurs, les lecteurs, dans ce que nous faisons. C'est l'irruption formidable, comme l'a dit mon ami Luciano Fontana, face auquel nous ne pouvons pas reculer. Merci vraiment Luciano Fontana, merci Maurizio Molinari pour votre disponibilité et les nombreuses réflexions que vous nous avez soumises. Je salue également vous tous qui avez participé. Le meeting de Rimini a toujours eu à cœur le thème de l'Europe. Des éditions entières y ont été consacrées. Nous suivrons également dans l'avenir l'intégration européenne en soutenant une participation responsable, créative des citoyens, parce que nous sommes convaincus que par ses racines mêmes, l'Europe a une grande vocation pour elle-même et pour le monde. Nous nous efforçons d'impliquer le plus possible les personnes disposées à cette grande vocation. Nous le ferons encore dans d'autres rencontres de ce meeting cette année et nous le ferons dans l'avenir.
et j'espère que vous serez vous aussi présents dans cette grande aventure d'unir ce continent dans ses valeurs les plus précieuses. Merci et bonne poursuite.